Le monde à l'endroit, c'est un podcast pour ceux qui veulent vivre vraiment. Alors on se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième podcast du monde à l'endroit avec Mathias Fay et moi-même, en présence du philosophe Paul Dumarchi von Fortuysem au Liboson, donc un chalet d'alpage absolument extraordinaire au-dessus de Montreux. Plus qu'un chalet d'alpage, c'est une cathédrale, c'est une crypte égyptienne, c'est une maison moyenâgeuse, c'est un voyage aux confins de l'univers. Nous sommes ici, dans un autre espace-temps. Alors j'aimerais placer aussi quelques mots sur Mathias Fay, mon coéquipier pour cette chronique. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Mathias est arboriculteur, ingénieur et un gourmand de la vie. Et j'ai choisi de collaborer avec lui pour son regard à la fois avisé, inspirant et ancré dans la réalité. Je suis la journaliste, il est l'homme de la terre, qui nous aide à décrypter le réel au filtre du bon sens et de l'humilité. Merci Isabelle, merci. Je suis content de renouveler cette expérience avec toi, de rencontrer à nouveau des gens exceptionnels dans notre émission Le Monde à l'endroit. Un podcast qui a pour but de nous questionner sur ce qui compte vraiment pour nous, c'est-à-dire les valeurs essentielles, celles que nous souhaitons remettre ensemble au centre de nos existences. Mais tout d'abord, j'aimerais commencer par te remercier de me faire découvrir à la fois un homme hors du commun, de même que sa création, l'œuvre de sa vie, une habitation totalement vivante. Il faut que vous imaginiez, chers auditeurs, un chalet dans lequel se rencontrent un chevalier du Moyen-Âge, Isis sortant de la pyramide, l'ambiance créée par un orgue dans une cathédrale, et un atelier de création totalement foisonnant. C'est fou, et j'en ai vraiment la tête qui tourne. Et avant de poursuivre la discussion, je te laisse, Isabelle, présenter notre hôte. Merci Mathias, merci. Paul, vous êtes né en 1923, vous avez 98 ans aujourd'hui et vous pétez le feu, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez passé votre enfance dans un château, puis vous avez séjourné durant une partie de votre jeunesse dans les grands palaces. Et puis, hélas, lorsque vos parents ont été ruinés par la Deuxième Guerre mondiale, vous avez dû interrompre vos études de médecine et commencer très jeune une vie d'errance. Vous avez vécu avec les nomades du Sahara, dans les monastères du mont Athos. L'Égypte vous a passionné pour l'ancienne civilisation des pharaons. Et en Inde, vous avez parcouru les hauts lieux de l'esprit à la recherche du mystère qui se cache derrière toute chose. Et la raison pour laquelle nous revenons aujourd'hui avec Mathias, et ça sera le thème de la discussion, c'est l'importance de la beauté aujourd'hui plus que jamais, et également l'accès à la liberté au-delà des croyances. Quand quelque chose est beau, je n'ai pas besoin d'autres explications. La beauté est justifiée par elle-même. Pourquoi ? Eh bien, ça a une base philosophique. On ne peut pas la posséder. Personne n'a jamais possédé la beauté dans le monde. On peut essayer bêtement de posséder l'objet qui est beau, mais pas la beauté elle-même. Elle vous échappe totalement comme un son d'orgue que vous entendez. Si vous courez après, c'est trop tard. Vous n'arrivez pas à la posséder. C'est ça que j'aime dans la musique, c'est ça que j'aime dans la beauté. Personne, aucun philosophe n'a pu définir ce qu'est la beauté. J'en connais aucun et je suis professeur de philosophie, donc j'en sais quelque chose. Ça nous échappe totalement parce que c'est une chose qu'on ne puisse pas posséder. Il faut la ressentir. Si on ne la ressent pas, elle s'enfuit, il n'y a plus rien. Donc elle dépend de notre appréciation. C'est pour ça que c'est si important d'avoir une éducation basée sur l'apprentissage de la beauté. Autrement, elle va simplement nous échapper et c'est une voie redoutablement puissante vers la liberté. Est-ce qu'un chemin d'accès à la liberté, c'est de se libérer de toute forme de croyance ? Je suis contre toute croyance, toute sans exception.
C'est pour ça que j'appartiens à aucune croyance. J'ai fait tout. J'ai travaillé, moi j'étais l'eurythmie. J'ai appris l'eurythmie à Dormach, dans le mouvement Steiner. Ma mère était là, reçue toujours comme un grand personnage dans l'anthroposophie. Elle a tourné le dos à l'anthroposophie. Pourquoi? Parce qu'elle est trouvée trop restreinte, donc centrée sur une chose rassurante, mais fausse. J'ai été dans le mouvement Rosicrucien, encore là, tout un mouvement. J'ai été dans tellement de choses, les uns après les autres, j'ai vu leur faiblesse. Donc à la fin, ma mère avait raison, n'appartient à aucune croyance. Qu'est-ce qui reste d'un être humain lorsqu'on aura enlevé toutes les croyances? Pour moi, la croyance, justement, c'est une des réponses qu'on peut donner à un doute ou justement une remise en question trop douloureuse. Mais c'est un développement de l'intellect. On se trouve une béquille intellectuelle qui nous soutient dans ces moments difficiles d'abîme où on pense se perdre. Je pense que l'autre possibilité qui est inhérente à tout être humain, je parle bien d'être, c'est la conscience. Et c'est pour moi ce qu'il reste lorsqu'on a soutiré la croyance, toute cette construction intellectuelle qui est faite pour nous rassurer. Lorsqu'on l'enlève, l'être humain, il est toujours là. Et ce qui reste, c'est l'être. Et l'être, c'est l'expérience de soi-même, sans la construction, sans le... Les fabrications intellectuelles. Exactement. Qu'est-ce que c'est que cette conscience pour toi? Pour moi, c'est quand on parle d'un être, c'est qu'à la base, il y a un processus qui a lieu. L'être, il est capable de se voir soi-même. Et c'est un processus. Et c'est ce qu'il reste. Mais ça, c'est pas de l'intellect. C'est pas quelque chose que je suis en train d'imaginer et puis dont je crée un concept. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience. Et du ressenti. Du ressenti. Et c'est pour ça que je suis d'accord, c'est extrêmement délicat, parce que le ressenti, c'est difficile de le mettre en forme de mots. Dès qu'on lui applique l'outil intellectuel, qu'on commence à utiliser des mots, on va commencer à évoquer en soi déjà des habitudes et des structures de pensée. N'empêche que chaque être humain, quand il ferme les yeux, et qu'il fait le calme en soi, il continue à exister. Il est toujours là. Et c'est quoi ça? Pour moi, l'expression de la liberté de l'être humain, c'est d'être conscient de soi-même et de faire l'expérience de soi. L'intelligence, la vraie intelligence, débute là. Où commence le doute. C'est pour ça que toute religion a toujours puni le doute, c'est pas pour rien. Ouais. Ils voient leur ennemi mortel. C'est le doute. Et vous dites d'ailleurs, Paul, très joliment... Ça s'appelle la foi aveugle. Le doute, c'est comme de l'or dont il faut saupoudrer le monde, car seul le vacillement des certitudes nous aide à remonter à nos origines. Excellent, oui, tout à fait. J'ai le sentiment que la vie, elle nous met systématiquement face à des possibilités. Voilà. Malheureusement, on a le réflexe et les habitudes, le conditionnement, qui nous amènent à, en général, dans le petit espace de remise en question, de très rapidement revenir... Chercher la solution de facilité. Exactement, celle qui est l'habitude, ce qui fait justement le monde, comme vous le décriviez avant, toute cette historique qu'on a. Donc très rapidement, on revient avec ce qu'on a déjà répété, le petit programme qu'on a répété 25 fois. Mais pourquoi, parfois, on laisse la place au doute et pourquoi on ne le fait pas plus souvent? La paresse humaine est indescriptible. Parce que justement, il faut de la force. Mais il y a deux grands facteurs les plus nobles de l'être humain. Sa tendance de douter, ce qui montre son évolution, et la tendance vers la puissance, qui montre
ça a la direction vers la liberté. Mais il faut les deux, la puissance et la beauté. Comment définissez-vous la puissance? C'est avoir plus de possibilités, tout simplement. Avoir plus de Tandis possibilités que de si faire vous quoi? croyez, vous n'en avez qu'une seule. C'est à laquelle on croit. Donc ça fait quand même un petit peu réduire votre puissance, hein, il me semble. Quand on réduit une possibilité, c'est la même chose d'avoir moins de puissance. C'est exactement pareil. Et c'est vrai que quand on voit tout ce que vous avez créé dans votre vie, Paul, tout ce que vous avez réalisé, tout ce que vous avez accompli, vous savez absolument tout faire, de la sculpture, de la peinture, de l'électricité, de la musique, de la menuiserie. Enfin, vous avez construit un joyau dans cette montagne, vous avez traversé les déserts pour réparer les horloges des nomades. Vous êtes l'homme le plus autodidacte et le plus autonome que je connaisse. Est-ce que vous voulez dire que c'est en étant tout le temps dans la posture du doute que vous avez du coup pu apprendre tous vos potentiels, toutes vos possibilités et toute cette faculté à créer? Oui, mais vous avez oublié la question pourquoi j'ai fait tant de choses. Je m'intéresse uniquement à la relation humaine. C'est la seule chose qui m'importe dans la vie. Chez les nomades, pourquoi j'ai étudié l'horlogerie? Pour réparer des montres. Mais pourquoi les montres? Pour gagner de l'argent? Mais non, voyons, je voyais tout de suite en avance que c'était le système pour rentrer dans leur monde des nomades qui ont tous un réveil. Les nomades manquent jamais le réveil pour être à l'heure dans leur prière. Ces réveils ne marchent pas et je le savais. Donc je réparais des réveils et j'étais admis tout à coup dans les familles, n'importe laquelle, en Afghanistan, en Irak, les nomades, ou en plein désert algérien. J'étais d'abord avec méfiance, je voyais le réveil, est-ce qu'il marche? Évidemment, il ne marchait pas avec le sable. Oh, je vous la répare comme ça, je disais avec un petit sourire. Il ne me disait rien. Mais lorsque le réveil, tout à coup, le lendemain matin, qui marchait, j'étais l'ami de la maison. Et voilà, c'est toujours les relations humaines. Avec tout ce que j'ai fait dans la vie, les différentes possibilités m'ont toujours rapproché de l'être humain. C'est comme, au Moatos, j'étais moine, habillé comme moine, mais pensez-vous, j'étais pas croyant. Comment ça se fait que j'étais accepté en non-croyant dans les monastères? Voyons, c'est parce que j'aidais un peu à cimenter des murs, à construire des escaliers, et des murs qui étaient écroulés. En moins de temps, ils étaient de nouveau droits, etc. Là, ils étaient impressionnés, et tout à coup, j'avais la connexion avec ces moines, avec un sourire. Qu'est-ce que vous recherchez l'un et l'autre, Paul, à commencer par vous, dans la relation humaine? Qu'est-ce qui vous fascine tellement dans la relation humaine? C'est pouvoir m'adapter à n'importe quelle condition que l'homme que je vois qui est sur la voie, au fond, sans le savoir, vers la liberté. Au fond, mon devoir, presque avec mon savoir, c'est d'élargir, faciliter un peu la voie vers cette liberté par tous les moyens possibles. Musique, c'est pour ça que j'ai fait de la musique, par l'orgue, ou l'astronomie, l'astronomie, la science, un tas de choses, toutes des voies différentes qu'on peut utiliser. Pourquoi? Pour avoir plus de possibilités. Ça veut dire quoi? D'élargir un petit peu la voie vers la liberté, qui est la seule chose valable, parce que répondez-moi, pourquoi est-ce qu'on est là? C'est quand même pas seulement pour se remplir l'estomac, parce qu'une chèvre fait la même chose. Mais disons, je considère que je vaux peut-être plus que la chèvre. Pourquoi? Parce que j'ouvre une voie qui est plus que la patate que je mange. C'est une voie plus rapide vers une liberté que la nature ne connaît pas. Et pour toi, Mathias, qu'est-ce qui te fascine dans la rencontre à l'autre? Je rebondirai sur ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que c'est pour moi des révélateurs de tous les artifices qu'on a créés, justement. Parce que chez l'autre, on voit évidemment parfois ses habitudes, tout ce qu'il a créé pour se rassurer, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est évidemment pas ce que l'autre a fait, mais c'est là où lui a déjà créé des espaces de liberté que nous, on n'a pas encore réussi à réaliser en nous-mêmes. Et c'est là où les relations humaines
on dit tout le temps qu'elles sont enrichissantes, mais je pense quand même que dans cette vie, chacun vit évidemment d'abord dans son corps et pour soi, et que dans la relation à l'autre, on s'enrichit mutuellement par la capacité, les capacités qu'on a développées, de justement, on rencontre ceux qui nous inspirent le plus, c'est ceux qui ont évidemment déjà fait un chemin un peu plus grand, élargi un peu plus, découvert plus d'espace de liberté que ceux qu'on est capable, nous, à cet instant, de réaliser. Moi, j'ai une formule. Le progrès est en mesure de l'oubli de soi. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement l'oubli de soi, Paul? L'oubli de soi, c'est mettre à la place d'un autre. C'est pour ça que dans mes cours de philosophie, ça marchait bien, parce que je sens tout de suite ce qui lui manque. Et je tape très dur. Mais justement, au fond, la dureté, c'est là, Nietzsche disait, si tu aimes ton ami, traite-le durement. Il avait raison. Et j'aime casser. C'est là que vient le danger de ma philosophie, que certes aime, mais ce sont seulement les combattants qui restent sur la table devant moi. Donc en résumé, Paul, dans la rencontre à l'autre, cherche à l'inspirer pour l'amener vers un déploiement de sa liberté. Tout à fait. Et toi, tu cherches dans la rencontre à l'autre aussi peut-être une inspiration pour te déployer toi-même dans cet accès à la liberté. Et évidemment, ça fonctionne seulement quand c'est réciproque. Une relation, c'est évidemment pas quand on prend à l'un. Et là vient le mot, c'est l'oubli de soi. Voilà, c'est à la base de ça. Voilà la vraie humilité, pas l'humilité religieuse de se soumettre, pas du tout, d'être fier de s'oublier. Pour moi, l'oubli de soi, c'est beaucoup plus une partie de soi qu'on doit oublier. Donc, et c'est évidemment l'ego dont on parle. Parce que on est bien d'accord. Oui, absolument. On ne peut pas oublier son petit doigt. Hein. Autrement, mais, je le coupe et puis c'est bête. Mais il y a une autre dimension de l'être en tant que tel. Et on en parlait un peu auparavant. Quelle est cette autre? La conscience de soi. Oui, ça devient déjà dangereux. Qu'est-ce que tu veux dire par la conscience de soi? Au fond, pour moi, mais ça c'est tel que moi je le vois aujourd'hui, on est, quand on parle d'un être, c'est la capacité de se réaliser soi-même. C'est pour ça que c'est si dangereux le mot que vous utilisez, la conscience. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi est-il dangereux? Comme on veut. Pourquoi est-ce qu'il est dangereux? En quoi? Parce qu'on peut en faire ce qu'on veut. Mais alors, quelle est la place de l'amour finalement dans votre philosophie, dans votre approche de la vie? Là, en 5 minutes, il en restera extrêmement peu. C'est-à-dire? J'ose même pas commencer. Si, allez-y. C'est le massacre. C'est le massacre. Intéressant. L'amitié fignolée, raffinée, peut au fond rejoindre peut-être ce qu'on appelle l'amour. Mais si elle ne le fait pas, l'amour c'est un mot vain, complètement vain, qui est posé seulement sur des obsessions de possession. C'est là qu'intervient mon éducation fantastique que j'ai eue par ma mère qui était philosophe. Et des petits Paul, quand j'avais 8 ans, je me rappelle toujours cette phrase magnifique. Petit Paul, je t'aime beaucoup, mais note bien que tu m'appartiens pas. Et moi, je t'aime pas, je t'appartiens pas non plus. Que la famille, c'est un vain mot, que c'est un mot dangereux, que j'ai jamais employé dans toute ma vie. Je pense déjà, quand on utilise le mot amour en français, il regroupe tellement d'aspects différents que forcément on se fourvoie, quoi. Et c'est sûr que l'amour maternel, c'est une forme d'amour qu'on pourrait justement décrire comme de l'instinct de survie. L'instinct, c'est pas mal. Et justement, faire survivre peut-être l'aspect, on va dire, évolutif, les gènes et ainsi de suite. Et du coup, on peut retrouver après de l'amour pour un ami, l'amour fraternel par exemple, qui est de nouveau une autre dimension. C'est pour ça que je pense que c'est difficile. Justement, mais là, on est en train on comparait avant l'amour au sein d'une famille. Oui. Qui a ses lois, ses règles, et puis l'amour avec un ami qui est une autre forme d'amour. Et du coup, je pense que c'est le fond. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que c'est cet amour?
par exemple pour un On ami. s'oublie de soi, c'est tout. Elle est rare, elle est beaucoup plus rare qu'on pense. Quand on regarde bien, il y a toujours l'égoïsme dessous. Mais c'est justement là le vrai amour, de s'oublier, mais en faisant tout pour que l'autre augmente. Mais pas que l'autre soit, au fond, elle reflet d'amour qu'on lui porte, parce qu'on aime ce reflet qui vient de l'autre côté. Mais de s'en foutre qu'il y ait reflet, n'est-ce pas, de s'en moquer de ça. Là, ça devient intéressant, mais c'est un mot que j'utilise, entre nous, je me dis que j'utilise jamais. J'ai jamais utilisé envers toutes les femmes que j'ai connues dans ma vie. Il y en a quand même eu beaucoup, mais j'ai jamais dit je t'aime. C'est rarissime dans ce sens que c'est peut-être dans certains cas où l'un ne gagne rien et qu'il porte un intérêt à l'autre, sans que ça lui donne aucun avantage. Là, on peut commencer à parler, tiens, il y a quelque chose d'intéressant là-dessus. Mais pas autrement. C'est pour ça que je dois rire avec ce mot aimer qui était utilisé pendant j'aime les spaghettis, je t'aime à la folie, n'est-ce pas? Et quelle est la différence entre le spaghetti au fond, et une femme très noble là qui est à côté? C'est à peu près ça, on emploie le même mot. C'est pour ça que j'utilise jamais ce mot. Si on me demande, même aujourd'hui, définissez un peu le mot aimer, je suis en panne avec toute ma philosophie que j'ai quand même dans la poche. Là, je suis très embêté. Je dois dire franchement, j'aime tous les thèmes, mais ne me demandez pas la définition de l'amour. Le fait que c'est justement indéfinissable, Ah, j'aime beaucoup le mot indéfinissable. pour moi, c'est un terme noble, justement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le réduire à quelque chose. Alors, on ne peut pas. Pour moi, du coup, on se retrouve alors totalement dans le fait que ça existe, c'est indéfinissable et c'est rare, mais ça existe. Si quelque chose nous ruine, mais d'un bout à l'autre, depuis qu'on est né et jusqu'à notre mort, c'est toujours cette sacrée possessivité. On veut posséder pour soi. On est obsédé par posséder. On est Quelque chose ou complètement quelqu'un. des êtres qui ne connaissent pas encore la liberté. C'est pour ça que j'enseigne la liberté. Et justement pour ça que j'enseigne la beauté. Donnez-moi un exemple, Paul, de beauté qu'on ne peut pas posséder. C'est pour ça que j'aime beaucoup la beauté de l'art égyptien. Je suis un amoureux de l'art égyptien. Je ne peux quand même pas posséder ça. C'est dans un tombeau. C'est ça que j'aime beaucoup dans l'art égyptien. On peut l'admirer, c'est tout. En fait, pour vous, la beauté, c'est tout ce qui vous inspire, mais qui ne se possède pas. Exactement. Et pour toi, Mathias, qu'est-ce que c'est que la beauté? Moi, j'arrive pas à la décrire en termes non plus. Par contre, je peux décrire en fait l'effet que ça a sur moi. Vu que c'est une expérience, la beauté provoque une expérience Voilà. L'expérience est explicable. Exact. Mais Et donc pas on la peut, beauté elle-même. exactement. On peut Voilà. décrire l'expérience que Voilà. ça provoque en Je nous. comprends. Je comprends ça. Et donc, ce qu'on pourrait en dire, c'est que la beauté provoque une expérience et que, en général, je pense que si on demandait à la plupart des gens, ça procure du bonheur, un sentiment Voilà, un certain côté bonheur. de bien-être, C'est quelque vrai. chose. Voilà. Et Remarquez une chose, que vous avez déjà un petit peu de difficulté à exprimer exactement ce qui se passe lorsque vous êtes ému par la beauté. Ça commence déjà à s'obscurcir un peu, joyeusement, oui, mais vous êtes déjà sur de la glace un peu glissante. absolument. Et c'est pour ça que j'ai commencé par dire j'aimerais ne pas la définir et que j'utilise un Vous artifice. faites bien de ne pas vouloir la définir, parce que moi je ne l'ai pas définie. Je vous ai écouté sagement. En conclusion, quelle est la différence entre un homme de croyance et un homme
Oui. de conscience ou un homme libre? La réponse est simplicite. Alors d'une simplicité presque insultante. Le croyant doit toujours défendre sa croyance et pas l'homme libre n'a pas besoin de la défendre. Et pour toi, et pour Paul d'ailleurs, comment faire la différence entre être confiant et être croyant? Parce que beaucoup d'êtres humains ne sont pas forcément des croyants, ou n'ont pas beaucoup de croyances, mais ce sont des êtres confiants. Est-ce que pour vous, Paul, il y a une différence entre être confiant et être dans la croyance? C'est la même chose. Ah ouais, pour vous c'est la même chose. Pour moi, je ne fais pas de Pour moi, pas. différence. Pour moi, Pourquoi c'est pas la même chose pour toi? moi, confiance, en fait, c'est une question de temps. La confiance, c'est c'est l'a priori. Avant même de rentrer dans une relation, c'est de se dire, je vais y aller avec une ouverture. Ça, c'est la confiance. La croyance, c'est la qualité après coup. La croyance, c'est ce qu'on a retiré d'une conscience, d'une expérience, pardon. On rentre avec confiance dans une relation, dans une expérience, dans une aventure. Ça veut dire qu'a priori, on se dit que c'est une posture, en fait, avant l'expérience. Et la croyance, c'est ce qu'on en a retiré après, pour moi. J'aimerais peut-être dans ce sens remplacer le mot croyance en le mot espoir. Parce que vous espérez quand vous avez être confiant, c'est d'être sûr de quelque chose, mais vous espérez que votre certitude n'est pas ébranlée. L'espoir. Et justement, je suis contre l'espoir, parce que l'espoir elle-même est de nouveau au fond, un esclavage. Donc celui qui espère n'est pas libre. C'est pour ça que la religion a toujours le mot espoir dans sa bouche. C'est pour ça que je suis contre la religion. Mais est-ce que... Parce que je suis contre l'espoir aussi. Mais vous trouvez que confiance, donc la confiance et l'espoir sont du même niveau? J'aimerais bien voir où est la différence. Parce que pour moi aussi, la confiance, c'est simplement une posture d'ouverture et d'abandon à l'intelligence de vie, sans y mettre des certitudes, sans y mettre des croyances. C'est juste une posture d'ouverture. C'est une activité du cerveau. C'est pas un état stable que vous mettez dans un tiroir. Vous êtes toujours confiant et vous avez toujours peur que quelque chose vienne intervenir pour briser cette confiance. Non, alors la vraie confiance n'a, selon moi, ni attente, ni déception, parce que, en tout cas, pour moi, elle n'est pas liée à une attente. Si j'ai confiance, elle peut être déçue. Attention, là, on peut parler d'une fierté déplacée parce que vous ne connaissez pas le futur. Et moi, je ne connais pas non plus le futur. Celui qui a confiance, normalement, il piétine en avance sur quelque chose qui n'a pas eu lieu. C'est une sorte de fierté déplacée, selon moi. Je vous rejoins pas sur ce point-là. Pour moi, je pense vraiment que c'est un des choix fondamentaux qu'on a, de posture à chaque instant, on vit que maintenant. Et je ne préjuge pas de ce qui va arriver dans la seconde qui vient, mais je peux... Vraiment, c'est la posture. Comment est-ce que je me situe par rapport à... au niveau physique, je peux me renfrogner, te rétracter. Exactement, serrer tous mes muscles parce que je pense qu'on va me donner un coup sur la tête. Ou être le grand oui à la vie. Exactement, danser tous les jours pour... et oui, parfois je tomberai aussi et on me donnera peut-être aussi un coup, mais je peux... Et ça, pour moi, alors je ne vois pas du tout... pour moi, la vraie confiance n'a pas de couleur, n'est pas liée à un espoir. Est-ce que vous confondez par une intention que vous avez et confiance? Toute ma vie était toujours que j'ai eu des intentions, mais en même temps l'incertitude totale envers ce qui allait arriver. Attention, les deux ne sont pas les mêmes, mais ils peuvent se regarder face à face.
C'est très intéressant. Je vois, Paul, en fait, je vois où vous voulez en venir, en fait, parce que dans la notion d'espoir, c'est que quelque part, on part du principe que ce que nous vivons ici et maintenant n'est pas parfait. Et du coup, Oui. on aimerait au fond changer les choses. Et c'est pour ça que l'on espère. Alors que dans votre cas, quand on est juste dans une intention d'ouverture, on ne remet pas en cause ou on ne porte pas un jugement de valeur à ce que nous vivons ici et maintenant. Quand tu es dans l'intention de t'ouvrir aux incertitudes, à l'intelligence de vie, tu pars du principe, tu es dans un état de neutralité par rapport à ce qui se vit là maintenant pour toi. Alors que quand tu espères, c'est que quelque part, tout n'est pas parfait dans ce que tu vis aujourd'hui. Et est-ce qu'on est en mesure de juger finalement de ce qu'on espère le changement? Et qui sommes-nous pour espérer le changement? Le changement n'est pas encore là, mais on l'espère. Est-ce que la sagesse ne serait pas plutôt celle de dire que quoi que nous vivions, c'est juste, c'est parfait, et il n'y a pas à y mettre du négatif ou du positif. Regardez. Donc il n'y a rien à espérer. Revenons à un exemple. Il n'y a rien tel que les exemples. Le vrai samouraï. Parce que j'ai étudié beaucoup à fond l'esprit du samouraï. J'aime beaucoup ça. Je pourrais m'étendre pendant des heures sur le samouraï. Le vrai samouraï se bat contre un adversaire. S'il est vaincu, est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il est joyeux quand il est vaincu? Ni l'un ni l'autre. Il est au-dessus de ça. Et on le rejoint dans ce face un poème magnifique de l'Inde, écrit il y a 2 siècles, 2 millénaires. C'est la Bhagavad Gita. Fais ton travail, mais ne sois pas dépendant du résultat de ton travail. Ah, c'est voilà la réponse. Ça sera le mot de la fin, Paul, parce que je crois qu'on peut rien rajouter. Non, là c'est bon, là c'est bon. Mathias, Mille merci. Mille Paul, merci. Merci infiniment. Nous, Mathias, on se retrouve dans quelques jours pour un 3e podcast. La suite de cette belle exploration de l'existence. Vous pouvez découvrir un reportage complet que j'ai réalisé sur le couple Dumarchi et le lit boson. Un reportage à découvrir sur la chaîne YouTube de Joy for the Planet. C'était un podcast proposé par Isabelle Alexandrine Bourgeois et Mathias Fay.